Alors, la jeunesse d'aujourd'hui, je vais être paradoxal, elle est mieux que la jeunesse d'avant. Nous sommes aussi dans une préoccupation des adolescents qui a suivi la période de Sa Majesté le bébé. Le bébé a fait d'incroyables progrès par l'attention qu'on porte au bébé. Les bébés sont interactifs, compétents. Avant, c'était des bébés. Maintenant, dès le début de la vie de l'enfant, dès les premiers jours de l'enfant, il y a communication, repérage de ses qualités, de ses performances. Et l'adolescent, c'est pareil. On est passé du bébé à l'adolescent, avec aussi, comme dans toute démocratie, un effet particulier. Les parents ont fait d'incroyables progrès. Mais les pères et les mères ont un défaut de ces progrès. Ils cherchent à séduire leurs enfants, à leur plaire, au lieu d'être parents. Ça commence quand, l'adolescence ? Le début, c'est facile. Ça commence à l'entrée en sixième. Parfois un peu avant. Il y a des préadolescents qui sont un peu rebelles au niveau de leur vêture, de leur attitude. Mais ça commence en sixième. Par contre, ne me demandez pas quand ça finit, je ne sais pas. Ça s'éternise, ça se prolonge. Et c'est surtout une période assez géniale de doute de soi pour se construire. Et donc cet ensemble de choses fait que les adolescents vont mieux, c'est un message paradoxal, moi je m'occupe de ceux qui vont mal, mais les adolescents vont mieux, sont une société d'adolescents extrêmement intéressante et très proche, ils se soutiennent. Et donc cette co-thérapie, cette communauté d'adolescents est une force incroyable à partir du moment où on la respecte, on la comprend, et on se dit que l'adolescence est une richesse pour la société, c'est notre richesse, c'est le pétrole sociétal, c'est notre énergie forte, psychique, humaine, qui mérite d'être vraiment accompagnée. Pendant longtemps, pour moi, certaines des figures d'inspiration de la jeunesse pouvaient être des rebelles, poètes, artistes, pouvaient être des militants, des manifestants, etc. Et aujourd'hui, ce que je vois beaucoup, c'est une jeunesse qui va peut-être moins se plaindre, donc au niveau de l'adolescence, et puis jusqu'aux 25 ans peut-être, ou plus tard, qui va moins être dans la rébellion ou se plaindre, et dans le côté qu'on appelle makers, qui sont beaucoup dans le faire. Et ça m'a surpris à travers beaucoup de milieux différents. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont une vingtaine d'années et qui réinventent des manières de faire pour agir sur leur environnement, sur la société, et qui font ça en mobilisant des communautés d'autres jeunes. Et je trouve que cette dimension du numérique, qui vient être un outil où des communautés de personnes créatives, jeunes, qui partagent une même cause, sont quelque chose qu'on ne voyait pas forcément avant et qui sont une figure assez nouvelle de la jeunesse et qui est aussi mariée à l'idée d'entrepreneurs, donc des entrepreneurs sociaux ou des entrepreneurs. Alors ça, on l'entend beaucoup et ça mérite aussi quand même d'être interrogé, cette figure de l'entrepreneur dans la société qui devient un des modèles, je trouve, qui vient peut-être de la Silicon Valley, qui est repris en beaucoup d'endroits différents. Donc une jeunesse dans les côtés très positifs qui agit, qui fait beaucoup de choses. Et peut-être qu'un des côtés à mettre en parallèle de ça, c'est aussi qu'elle n'a pas tellement le choix de faire ça. Quand le travail de prospective que j'ai pu faire aussi bien en Russie qu'en Asie, qu'aux États-Unis, avec pas mal d'acteurs, c'est sur le monde du travail de demain. Et aujourd'hui, on se pose quand même beaucoup de questions sur la destruction d'emplois qui a lieu par le numérique. Ça a toujours existé, des transformations, mais là, c'est assez rapide. Et finalement, en parlant avec des directeurs de l'innovation de gros groupes, par exemple, qui nous disent on a besoin de profils très compétents qui apprennent tout au long de leur vie, mais on a besoin de quelques pourcents seulement de personnes comme ça. On n'a pas besoin de tout le monde comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec les autres ? C'est des questions qui sont posées dans le monde du travail. Et du coup, cette jeunesse, elle a besoin d'inventer, de se construire dans plein de dimensions différentes. Et elle a besoin d'avoir cette dimension d'auto-entrepreneur, de création et de communauté. Mais il y a quand même un système qui est axé vers la sélection, vers les grandes écoles, vers un certain nombre de choses comme ça, et qui met beaucoup de personnes de côté, et beaucoup de personnes qui ont un potentiel. Et ce n'est pas seulement ceux à haut potentiel, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur des gens issus de milieux défavorisés, à fort potentiel, comme ça. C'est beaucoup d'autres enfants. Et là, il y a une vraie responsabilité de société à se poser sur comment on fait pour permettre de soutenir tout le monde. Nous sommes aujourd'hui dans un monde excessivement complexe, de plus en plus complexe.
Donc il y a un besoin d'adaptabilité à ce monde. Et en fait, les études sur le cerveau, les études en neurosciences, en sciences humaines, en biologie, progressent énormément aujourd'hui et permettent de comprendre le potentiel énorme que chaque enfant a dès la naissance. En plus de la complexité, il y a de plus en plus, ça a été évoqué, une interdépendance. Nous sommes de plus en plus interdépendants puisque le monde est tellement complexe, il n'y a plus personne qui sait tout faire. Donc on a besoin de l'autre. Et ça, c'est fantastique parce que ça oblige à rencontrer l'autre. Ça oblige aussi à se connaître soi. Et dans cette forme d'interdépendance, entre autres tout ce qui est le numérique, nous y aide beaucoup. Donc cette interdépendance oblige l'homme à se rencontrer, à se découvrir et donc à comprendre la diversité. On parle des migrants, on parle de... En fait, il y a du potentiel en chacun et rencontrer l'autre dans sa diversité, c'est d'une richesse incroyable. Et alors, je dirais, troisième élément qui pour moi est vraiment fantastique dans ce monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin d'individuation. L'humain aujourd'hui, les jeunes, nous-mêmes, on a besoin de s'individualiser, de pouvoir, je dirais, se réaliser. Le mot d'éducation, personne ne s'accorde complètement sur le mot d'éducation dans tous les pays. Ça va être la transmission des savoirs, ça va être l'épanouissement et le développement de l'épanouissement des enfants, ça va être la formation à un métier, et les gens vont se battre, et particulièrement en France, je trouve, en défendant un côté ou l'autre la transmission contre l'épanouissement, mais jamais le « et ». Et partout où j'ai vu de l'innovation de qualité se produire en matière d'éducation, c'était dans le « et ». Il peut y avoir des nouvelles technologies et de la pédagogie, simplement en organisant l'Open Education Challenge à travers l'Europe, en travaillant sur WISE, en travaillant sur beaucoup de programmes différents. En général, je vois des pédagogues de très très haut niveau qui font de la recherche en sciences cognitives de très haut niveau, qui font beaucoup de choses extraordinaires, travailler sur des programmes innovants de leur côté, sans jamais envisager de travailler avec des acteurs privés, du gaming, d'autres choses. Et il faut vraiment forcer la main en amont, en essayant de bien poser le problème, pour que les gens se mettent à travailler ensemble et du coup commencent à apporter des solutions dont on peut avoir besoin. Dans le système anglo-saxon, les qualités sont mises en avant. Qu'est-ce que tu as réussi? Dans le système français, c'est où tu échoues. Cette pyramide d'excellence, qui est effectivement représentée par les prépas, par Normal Sup, l'ENA, Sciences Po, etc., qui est représentée par les grandes écoles françaises, il faut vraiment les métisser, quoi. Il faut vraiment joindre ces grandes écoles françaises avec des universités, quoi. Qui est plus des pôles d'excellence, mais une université dans laquelle seront englobés les gosses qui sont effectivement talentueux, mais qui rencontrent aussi des gosses qui ont d'autres types de talents. Être félicité, réussir quelque chose permet après de contaminer la réussite ultérieure. Donc c'est ça la clé. Je dirais que pour les adolescents, il faut bien leur expliquer que tout se joue toujours, quoi. Que rien n'est joué. Pour que les adolescents aient confiance en eux, il faut que nous, on ait confiance en eux. En fait, on devrait passer à une pédagogie inversée. L'enseignant devrait devenir un espèce de coach, en fait, un accompagnateur, je dirais presque, pour permettre aux enfants de développer leur richesse. Et ce qui vient d'être dit aussi, les enfants ont une tendance aussi à pouvoir à réellement s'entraider lorsqu'ils sont libres dans un cadre.